Chercher, prévenir, informer. 3 missions au cœur de la Fondation Alzheimer. Ensemble, donnons un futur à notre mémoire. Bienvenue dans Mémoire vive, le podcast de la Fondation Alzheimer. La maladie bouleverse les repères et transforme les relations. Tensions, conflits, mais aussi solidarité et nouveaux gestes de tendresse. Inge Cantegrail, neuropsychologue et docteur en psychologie de l'Université Paris 8, met en lumière ces nouveaux liens entre malades et aidants. Inge Cantegrail, bonjour. Oui, bonjour Marie. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la manière dont la maladie, en l'occurrence Alzheimer, peut fragiliser, bouleverser et transformer les liens entre le malade et l'aidant. Est-ce qu'on peut dire que les relations, elles se fragilisent ? D'une certaine façon, lorsque chacun continue à défendre ses propres besoins sans chercher à valider les besoins de l'autre d'une façon satisfaisante, oui, ça va se détériorer. Et pour cela, nous, on a une technique qui marche extrêmement bien, on fait la thérapie du couple systémique qui implique le malade et l'aidant. Et le principe, c'est que on réunit les deux et chacun peut s'exprimer. Et la question est vraiment, quel est votre besoin actuel? Vous avez besoin de quoi? Alors, on peut se dire, un malade, il ne pourrait pas dire, mais c'est faux. Le malade va quand même, avec ses mots à lui, dire qu'il a besoin de garder son autonomie. La technique, c'est que le conjoint doit entendre ça. Donc, et la technique elle-même, que lorsque le malade a parlé, on demande au proche aidant, est-ce que vous pouvez lui dire ce que votre mari, votre maman, n'importe, vient de dire? Quel est son besoin? Et alors, l'aidant va donc résumer ce que le malade a dit, et le malade entend que le proche aidant a compris. Donc, sur le coup, il se sent déjà mieux, parce que ça veut dire que le proche aidant sait qu'il ressent et valide, même si sur les solutions, ils ne sont pas du tout d'accord, parce que c'est plus tard. Et après, on fait la même chose, on dit au malade, on va demander à votre proche aidant de quoi il ou elle a vraiment besoin, écoutez bien, et après on va lui demander alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Et bizarrement, les malades sont capables d'entendre l'essentiel, là, ils cherchent les mots. Et le but, c'est que chacun va comprendre que l'autre comprend ce besoin essentiel, qu'il peut les valider, même si après, c'est la deuxième étape, on constate que sur les solutions à mettre en place, ils ne sont pas forcément d'accord. Mais ce qu'on gagne, c'est une bienveillance à l'égard de l'autre. Ce qui fait que les troubles de comportement sont plus nécessaires. Ils n'ont plus leur fonction. Parce que le malade sait que son aidant a compris son besoin d'indépendance. Et le proche aidant, il comprend beaucoup mieux ce que les troubles de comportement traduisent comme besoin non satisfait. Et après, c'est la négociation. Et la négociation, c'est toujours, on ne peut pas répondre à toutes les exigences et désirates de chacun, mais ce qui compte, c'est que vous comprenez chacun les besoins affectifs, émotionnels, existentiels même de l'autre. Et ça, le changement de perception, ça change tout. Une fois qu'on a apaisé les tensions au sein du couple, au sein des proches, entre le malade et les aidants, comment est-ce que une nouvelle forme finalement de lien, une nouvelle forme de proximité, elle peut voir le jour ? En fait, lorsque l'être humain, malade ou pas, sait que l'autre personne comprend ce qu'il ressent et valide ce besoin affectif, même si on n'est pas d'accord sur le sujet, ça passe toute seule. C'est-à-dire, à nouveau, la relation va se renouveler. Et alors, c'est à l'aidant de dire chaque fois au malade, écoute,
je connais tes besoins, je sais que ce que tu ressens, j'essaie de faire au mieux, mais je peux pas je peux pas toujours faire ce que toi tu souhaites, c'est-à-dire toujours rester avec toi, ne pas laisser entrer une auxiliaire de vie à la maison, parce que c'est pas possible, mais, mais j'ai bien conscience que pour toi, tu vis ça très mal. Et si on fait ça, mais le patient, il change, il va accepter les choses. Et d'ailleurs, on dit toujours à l'aidant, dites-lui ou dites à elle, fais-le pour moi. Accepte par exemple une auxiliaire de vie ou une infirmière, ou voilà, à domicile, mais fais-le pour moi, pas pour toi, pour moi. Parce que moi, je comprends ce que tu vis. Essaye de faire la même chose pour moi. Et même s'il ne comprend pas, et même s'il est anosognosique, et même si les capacités de raisonnement sont altérées, il y a quand même quelque chose de fond que les malades comprennent et ça apaise, ça facilite beaucoup la mise en place des aides. Est-ce que la maladie permet quand même de préserver des rituels, de préserver un lien dans le cadre du couple, mais également dans le cadre d'un parent proche? Oui, et c'est même nécessaire, à condition que les liens de proximité, ce sont des liens de soutien, de partage, de moments conviviaux, d'écoute, justement. Donc, le rôle de tous les proches, c'est l'accompagnement affectif, émotionnel de l'autre. Mais là où ça pose problème, c'est que lorsque, surtout les conjoints, ils commencent à faire des actes comme prodiguer des soins d'hygiène, donner le bain, accompagner la personne aux toilettes, faire des choses que normalement un professionnel devrait faire. Et c'est là aussi où le lien va changer parce que le malade, à la fin, est vu et il se considère lui-même comme un objet de soin et l'aidant est vu comme une infirmière ou voilà, une assistante de vie ou une auxiliaire de vie. Et ça donne des conflits parce que c'est trop intrusif pour le malade et ça met très mal à l'aise tous ces actes d'assistance à l'hygiène, ça met très mal à l'aise l'aidant. Donc, il est tout à fait recommandable et souhaité de partager les tâches entre, d'un côté, tout ce qui est soin à des professionnels et prendre que la partie qui incombe à la famille, c'est-à-dire les liens affectifs. Et après, lorsqu'on instaure des routines, parce que nos patients ont besoin de routines, à ce moment-là, ça marche bien. Et je dirais même lorsque quelqu'un rentre en EHPAD à un certain moment, où justement l'aidant est dégagé de tous les soins, le fait que régulièrement il y a des visites, ça contribue beaucoup au bien-être de, du malade. Donc oui, est-ce qu'on peut faire des choses, partager, etc. Bien évidemment que oui. Merci beaucoup, Inge Cantegrail, d'avoir été avec nous. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mémoire vive de la Fondation Alzheimer. Chaque relation est unique, l'analyse que vous venez d'entendre ne s'applique pas à toutes les situations, elle ne remplace pas un accompagnement psychologique ou conjugal personnalisé. Retrouvez nos autres épisodes et soutenez la recherche sur notre site fondation-alzheimer.org.